France, les motifs étant, selon la famille Bongo, des conditions de séquestration et d'actes de torture que subiraient, selon la famille Bongo, et leurs avocats bien sûr, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo à la prison centrale de Libreville. Autre fait, il s'agit de la décision d'Ali Bongo et deux de ses fils de rentrer en grève de la faim, justement pour atteindre leur objectif. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux intervenants. Le premier, monsieur Marc Malécou. Vous n'êtes plus à présenter à l'opinion, de par votre parcours en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'acteur politique, parce que vous avez justement une plateforme politique, Osons pour l'Afrique. Voilà, Osons pour l'Afrique. Vos dernières interventions au dialogue national ont davantage aussi fait parler de vous et de vos prises de position assez tranchées sur certains points. Alors merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est un honneur pour moi que d'être invité sur ce plateau. Oui, et honneur partagé par le plateau de TV+ Afrique. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Pavlov Moussavou, un habitué aussi des plateaux de TV+ Afrique, analyste politique. Sociologue, exactement. Alors, donc avec vous, nous allons aborder justement ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours déjà, qui a surpris le gouvernement, si on s'en tient au mot de Madame la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, votre première réaction, une fois que vous avez eu cette information, de la décision des avocats d'Ali Bongo Ondimba de porter plainte pour des actes dits de séquestration et torture, actes de torture sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Ondimba à la prison centrale de Libreville. Bien, cette information a plusieurs points. Le premier point, ce sont les allégations. Jusque-là, ce sont des allégations de torture. Il faut dire que si les allégations sont attestées, les traitements dégradants et inhumains sont interdits, non pas seulement en République, mais par toutes les conventions internationales. Maintenant, si c'est avéré, des preuves de traitement dégradant et inhumain seront donc portés chez le juge, les juges qui ont qualité d'apprécier ce type d'information. Maintenant, il y a le volet grève de la faim d'Ali Bongo pour vraisemblablement contester ces allégations de traitement dégradant et inhumain. Mais c'est quand même quelque chose de paradoxal parce que cette grève de la faim, pour un tyran déchu, c'est une honte. Parce que j'estime qu'Ali Bongo fait un pied de nez d'abord au peuple gabonais, qu'il a précarisé à souhait durant ses 14 ans de magistère à la tête du Gabon, et un pied de nez à la République gabonaise qu'il a pillé à ciel ouvert, avec notamment l'envoi des fonds nationaux vers des paradis fiscaux. Un des signes de cet envoi vers les paradis fiscaux, c'est que la dette à son arrivée était de 103 milliards de francs CFA, à son départ plus de 700 milliards de francs CFA, alors qu'aucune infrastructure n'est sortie de terre, aucun projet de développement n'est palpable. Donc des fonds ont été détournés. Ce type est un délinquant politique, un criminel et politique, porté plainte pour des prétendues allégations de séquestration de madame, sa femme, est un pied de nez aux République gabonaise. Donc ça, c'est la première réaction. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, est-ce que, du moins, la caricature ou encore ce que vous définissez de M. Ali Bongo Ondimba exclut la dimension humaine de l'individu? C'est un époux qui a son épouse en prison. Est-ce que ça enlève ce droit-là, de par son parcours, de décider de rentrer en grève de la faim pour la libération non, de écoutez, son époux? vous savez, Ali Bongo a passé son temps à martyriser le peuple gabonais. Il a tué sans pitié le peuple gabonais à 2 reprises après 2 hold-up électoraux à son actif. Donc c'est un voleur d'élections, c'est un assassin. Et en plus, ceux qui n'ont pas été tués ont été mis en détention dans des conditions inhumaines. Donc c'est quelqu'un pour qui il ne faut avoir aucun sentiment de pitié. Moi je dis, si les allégations de traitement dégradant et inhumain sont avérées, c'est condamnable, je l'ai dit en entame. Mais Ali Bongo est quelqu'un pour qui nous ne devions avoir aucun sentiment parce que la place de cet homme, c'est en prison.
Bon, d'accord. Nous allons revenir sur, du moins, ça, le fait que pour cet individu, au-delà de tout ce que l'on peut penser, il n'y a pas de droit d'avoir des sentiments selon vous. Non, je n'ai aucun sentiment de pitié pour Ali Bongo. Ah, bah, voilà. Je n'ai aucun sentiment de pitié, mais je dis si les allégations, je parle d'allégations. L'allégation concernant les actes de traitement dégradant et inhumain, oui, cela mérite d'être présenté à un juge qui appréciera. Aucune compassion en rapport aucune avec compassion, son épouse nullement. Et le fait qu'il rentre aucune en compassion, ce sont des délinquants, des criminels économiques. Ils méritent la prison et la prison la plus dure qui puisse exister sur Terre. D'accord, bon, on va peut-être éviter les extrêmes, mais bon, après ça reste votre droit. Monsieur Moussavou. Oui. Bon, déjà, je vais m'appuyer sur 3 faits. Le premier, c'est le récent rapport de la Banque mondiale qui nous fait savoir que dans ce pays, un tiers de la population, ou encore un tiers de Gabonais, croupissent dans la misère matérielle et financière la plus profonde. Le deuxième fait, c'est le chômage des jeunes, celui relatif au chômage des jeunes qui se lève quasiment ou qui environne les 40%. Nous parlons là des jeunes diplômés. Et le troisième ici, c'est celui relatif à la dette. En décembre 2023, la dette du Gabon se levait quasiment à 7 140 milliards de francs CFA. Voyez-vous, tous ces faits que j'énonce, ce sont des mots, d'accord, que nous connaissons et dont les conséquences nous affectent au quotidien. Mais les Gabonais sont surtout surpris de savoir que le principal responsable de tout ce mal-là est aujourd'hui en train de se livrer à une sorte de chantage. Voyez-vous, cette transition en cours dans notre pays est assez particulière, sinon atypique. Vous avez un dictateur ou encore un tyran déchu, d'accord, Monsieur Malekou l'a dit, dont véritablement en fait sa place est en prison, d'accord, mais qui se retrouve dehors et qui se livre à cette sorte de chantage. En fait, à la limite, nous ne comprenons plus rien. De qui dépend le sort d'Ali Bongo? Est-ce du CTRI ou des réseaux qui l'ont placé là? Mais ceci m'emmène à poser cette question, peut-être que beaucoup se posent, c'est celle de savoir comment comprendre aujourd'hui que l'on puisse qualifier une partie de l'opinion, puisse qualifier Ali Bongo de tyran ou encore de pilleur, criminel économique et tout ce que l'on... La liste est suffisamment longue là-dessus. Il reste en liberté pourtant, et maintenant qu'il décide de porter plainte, on revient sur ce passé-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans la trajectoire que prend notre pays concernant le traitement d'Ali Bongo? Non, il n'y a pas de paradoxe, parce qu'au départ, il n'y a pas de coup d'État. C'est un arrangement du clan Bongo qui décide de mettre Ali Bongo à côté en retraite politique en punissant uniquement sa femme et ses enfants. Il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu une révolution du palais. Mais ça, c'est votre point de vue. Non, il n'y a pas eu de coup d'État, mais la preuve, c'est que les auteurs du mal gabonais, il y a Ali Bongo, il y a Mborancho qui est responsable de crimes politiques au Gabon depuis 33 ans, qui a validé des hold-up électoraux avec mort d'homme. Elle est en liberté. Les principaux tenants du système Bongo sont à liberté. Des professionnels indexés comme professionnels de la voyoucratie, à l'exemple de Billy Binze, sont en liberté. Et la liste va à l'infini. Ça veut dire que les membres, le coup d'État n'a pas concerné le système Bongo, mais le régime émergent qui était piloté par Ali Bongo. Et les principaux patrons de la mallette du régime émergent, donc la nébuleuse Bongo Valentin, a payé le prix fort. Mais monsieur Malekou, Ali Bongo faisant partie du système, il a simplement été mis en retraite politique. Donc ce n'est pas un coup d'État, c'est une escroquerie politique à l'actif du CTRI pour duper le peuple gabonais. La preuve, c'est que 7-8 mois après, nous sommes dans les mêmes travers, nous sommes dans le même système. Alors, et les mêmes responsables de la déchéance du Gabon sont aux affaires. Vous allez certainement continuer vos propos et votre approche sur la question, mais je m'interroge quand même sur vos prises de position. D'une part, vous dites, pour la question de Sylvia Bongo Ndimba et les accusations faites par les avocats, par la famille Bongo, concernant les potentiels actes de torture et autres, à ce moment, vous parlez de patience, d'attendre que des preuves
soit présenté pour justement apprécier cette question. Un juge qualifié. Mais concernant que ce soit l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle ou autre ancien responsable de notre pays, là-dessus, vous dites non, ces personnes sont en liberté. Vous avez en même temps confiance, en même temps vous n'avez pas confiance en la justice gabonaise. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici? Non, je ne parle pas de la justice. J'ai dit Ali Bongo et Marie-Madeleine Borancho, pour ne citer que de cela. Aucune preuve. Non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Ali Bongo a volé des élections avec la complicité. Lorsque je parle de preuves, je parle du fait que pour le cas de Sylvia Bongo Liba, vous demandez des preuves. Vous attendez des preuves avant de vous positionner. Mais sur le cas d'Ali Bongo et des autres, là, vous n'attendez pas de preuves, vous vous positionnez déjà. Les preuves sont là, les preuves sont sur la place publique. Qui ne sait pas comme Borancho a validé les hold-up électoraux, à moins, sauf si on ne vit pas dans le même Gabon. Vous faites confiance à notre justice ou pas? Mais non, à ce niveau, ce n'est pas la justice. Ce sont des gens qui ont pris des actes d'irresponsabilité républicaine et le pays en pâtit. Mais non, la justice, elle est directement impliquée dans le cas de Sylvia Bongo. Mais dans le cas d'Ali Bongo, il est comptable de 14 ans de magistère d'échéance. Les décisions de Borancho qui vient proclamer Ali Bongo perdant vainqueur, la justice n'a rien à voir. C'est elle qui est comptable de ça. Pour ça, on n'a pas besoin. Maintenant, pour le cas de Sylvia, plus que son avocat dit elle est victime de traitements dégradants et inhumains, pour résumer, mais on attend qu'elle nous apporte les preuves, que ces preuves soient portées à un juge qui dira oui ou non. À partir de là, on en parlera. Mais sinon, je n'ai aucune compassion pour Ali Bongo et sa famille à cause de tout le mal qu'ils ont fait pour le pays. Bon, ok. Alors, en tant qu'homme et époux, quand même, non, il y a des hommes pour qui il ne faut pas avoir d'humanité. Ils méritent le pire qu'on puisse souhaiter à des humains. Alors, Malikou, non, c'est mon point de vue. Je vais dire ici que nous soyons en face d'un coup d'État ou d'une révolution de palais. C'est selon, d'ailleurs, ce n'est pas M. Malikou qui le dit ici. La première sortie d'Albert Ondosa, d'accord, est encore disponible sur les différentes plateformes digitales de TV5 Monde. Oui, d'accord. Ça, c'est la démocratie qui l'impose. Mais que nous soyons dans le cadre d'une révolution de palais ou d'un réel coup d'État, ce qu'il faut dire ici, moi, je me mettrai toujours du côté des populations gabonaises. Ce que le peuple gabonais veut, c'est que justice soit faite. Justice contre Ali Bongo, mais pas que. Pourquoi? Parce que Ali Bongo, nous n'allons pas le considérer ici uniquement comme étant une personne physique. Ali Bongo est un système. Ali Bongo est semblable à un corps, d'accord, dont il est la tête et qui a plusieurs membres. La justice que nous voulons ici, c'est celle qui puisse également s'appliquer sur des personnes telles que Mexan Compressi, qui ont pillé ce pays. Et monsieur Moussavo, excusez-moi de vous interrompre là-dessus. Est-ce que vous ne parlez pas pour vous? Parce que si vous dites le peuple gabonais demande justice pour Ali Bongo, ça se serait su au dialogue national. Bon, ben écoutez, les rapports sont rendus, 1000 contributions, moi j'ai retenu 1000 propositions ont été collectées dans ces rapports-là. On n'a pas eu poursuite pour Ali Bongo Liba. Vous parlez de ces mêmes Gabonais qui jusqu'alors, d'accord, je parle là en tant que citoyen, oui, qui continuent de réclamer la mise en place d'une commission vérité, justice et réparation. Bon, écoutez, vous me parlez peut-être de donc, n'allez pas nous faire croire ici que les Gabonais ne veulent pas que justice soit faite. Non, les associations parlent au nom. Il y a toujours une majorité silencieuse, d'accord? Mais il y a ces associations-là qui sont des porte-voix. Il y a ces leaders d'opinion-là qui viennent dire tout haut, c'est que d'aucuns pensent tout bas. Mais n'allons pas dire ici que les Gabonais n'ont rien à foutre, permettez-moi, d'accord, du cas Ali Bongo. Non, il est certes peut-être déjà diminué, et ça naturellement en tant qu'humain, d'accord, ça nous interpelle. Mais écoutez, la justice dont on parle ici ne va pas forcément dans le sens de mettre Ali Bongo derrière les barreaux. Mais que justice soit faite aussi dans le sens d'un remboursement. Nous savons qu'il a pillé ce pays pendant 14 ans. Cet argent-là, il se trouve, il a dit, dans les paradis fiscaux. Mais pas que. Non, écoutez, combien a-t-il remboursé dans le on fait l'effort de quelles sont ces sommes-là, d'accord, qui ont été perçues par le Trésor public sortant de la poche de quelqu'un qui a pillé ce pays pendant 14 ans? Très bien. Alors, on fait l'effort de se baser sur les faits. Et les faits nous disent qu'il y a eu plus de 38 000 propositions et qu'elles ont été décortiquées pendant
un mois, M. Maliko, vous étiez sur place, pendant un mois, des experts gabonais se sont retrouvés, différents bords, acteurs politiques, sociétés civiles, spécialistes, universitaires. Et les conclusions sont sorties. On n'a pas demandé la tête d'Ali Bongo, du moins c'est de façon très claire. Monsieur Maliko, vous comprenez au moins cela? Non, en fait, je veux dire que ce n'est pas la tête d'Ali Bongo en tant que telle qui a été mise à prix. C'est, comme l'a dit Monsieur Moussa, c'est la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation qui a été demandée, mais qui à la fin n'a pas retenu l'attention des responsables du CTRI, parce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a dit qu'il n'était pas totalement fermé, mais qu'il n'était pas d'avis que cela se passe sous la transition, sous prétexte qu'il n'y aurait pas assez de temps. Je respecte son point de vue, mais cette commission mérite d'être mise en place pour que les comptables de la déroute et de la faillite politique du Gabon rendent compte. Donc vous faites preuve d'impatience indirectement? Oui, on fait preuve d'impatience parce que c'est difficile de construire avec des hommes meurtris. La terre du Gabon a avalé le sang de ses fils. Il faudrait un travail d'exorcisme, j'allais même un travail d'exorcisme, il faut le dire, les esprits damnés, les âmes damnées. Il faudrait également une sorte d'exutoire qui permet aux Gabonais de se dégager de tout ce mal cumulé pendant des années. Et que les bourreaux essayent de demander pardon, ça va alléger les choses, ça permettra au pays de repartir. Mais avec un pays plombé par un passif ensanglanté, il serait difficile de décoller. La plainte a été déposée en France. Objectif, obtenir la désignation d'un juge d'instruction en France pour l'ouverture d'une enquête éventuelle concernant les allégations, selon Madame la ministre de la Communication, de torture que subiraient Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Est-ce que vous comprenez cette démarche de la famille Bongo? Je tiens à rappeler que c'est quand même la famille qui a gouverné le pays pendant plus de 50 ans. Est-ce que vous comprenez cette démarche qui consiste à cette famille Bongo du Gabon d'aller porter plainte en France pour un cas gabonais? Je peux... Un instant, je vais avoir rapidement l'avis de M. Maliko et puis je veux dire que dans ces Bongos, il faut comprendre l'origine de ces Bongos. Ils sont tous des Gabonais d'adoption, malheureusement. Il n'y a pas d'enfant consanguin d'Omar Bongo. Ali Bongo, l'histoire le sait, il revient du Biafra. Sylvia Bongo est française, Noureddine Bongo est maroco-français, bref. Il n'y a pas de binationalité dans tout ça? Mais ils ont la nationalité gabonaise, mais ce sont des Gabonais d'adoption. Bon. Donc c'est normal, ils sont Gabonais d'adoption, ils sont binationaux français. Et c'est là la question des Gabonais d'adoption. Ils font du mal à un pays qui les accueille, qui leur a offert gîte et couvert, qui les ont pillés à ciel ouvert. C'est dommage. Ça se comprend parce que ce sont des Gabonais d'adoption. Donc j'ai envie de dire, ils n'ont rien à foutre du Gabon. Ils ont tout intérêt à piller l'argent du Gabon. Et puis maintenant que le Gabon n'est plus intéressant, ils mettent en branle la nationalité française qu'ils ont par devers eux pour s'attaquer au Gabon. Donc en tant que Français, c'est normal qu'on en arrive là. Mais précisons que tous sont des Gabonais d'adoption. Bon, c'est fondamental. C'est votre position, c'est votre lecture. Il y a aussi un élément que j'aimerais aussi que nous puissions prendre en compte. C'est celui du système. Il y a eu un changement ou encore une fin autant pour moi de régime ou de pouvoir, d'accord? Mais il n'y a pas eu de changement systémique. Nous sommes toujours là dans le cadre de la France-Afrique. Et nous savons que certaines décisions, sinon les grandes décisions concernant le Gabon, ont pour la plupart souvent été prises dans des salons français. Mais donc ne soyons pas aussi surpris. Ce ne sont pas des vieux discours. Bon, non, des vieux discours. Ça ne sont pas des vieux discours. 90, on sortait à peine des années. Nous n'étions pas en 90 lorsque M. Bourgi a dit par exemple que l'accession au pouvoir de M. Ali a été actée par Paris. Nous n'étions pas en 90, lorsque récemment nous avons vu des opposants, d'accord, aller quasiment faire la courbette au Quai d'Orsay et j'en passe. On parle de partenariat, on parle de collaboration. De quel partenariat parlons-nous? Mais j'aimerais comprendre, monsieur Moussa Moussavou,
Est-ce à dire, selon vous, qu'il y a un risque d'ingérence éventuelle de la France sur le dossier Bongo? Mais écoutez, l'ingérence est déjà là. Mais il faut aussi voir la nature des acteurs. Il a dit, ce sont pour la plupart des binationaux qui désormais s'appuient sur leur deuxième nationalité ou peut-être même la première. Mais encore il y a des binationaux qui sont gabonais de souche et étrangers par ailleurs. Oui, mais là, il s'agit des Gabonais d'adoption entièrement. Donc, c'est une particularité des binationaux. Ouais. Vous ne trouvez aucun lien de sang gabonais, M. Malikou, vraiment, pour vous, chez les Bongo, chez Ali et ses enfants. Oui, chez qui? Chez Sylvia Bongo, chez Ali Bongo. Chez Jalil. Ali Bongo n'a même pas pu produire un acte de naissance gabonais. Candidat à la présidentielle 2023, il a produit 3 faux actes de naissance. Déjà, il faut une enquête pour prouver tout ça. Là. Non, il a présenté, je parle d'une enquête qui nous dit tout. Mais 3 faux actes de naissance. Oui, mais à un moment donné, sur le sujet, il faudrait... allégations, c'est constatable. On parle de transition, on parle de changement et tout ce qui va avec. À un moment donné, sur ce sujet, il faudrait bien qu'on nous dise, une fois pour toutes, était-il gabonais ou pas. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Nous considérons encore qu'il s'agit bien d'un citoyen gabonais d'origine de notre pays. Voilà, les faits sont là. À ce stade. On parlait de justement risque d'ingérence de la France. Monsieur Malikou, est-ce que vous pensez qu'il y a ce risque-là dans le dossier Ali Bongo et fils? Bien sûr, il faut dire que la sortie d'Ali Bongo n'intervient pas de façon fortuite. Elle intervient à l'avant-veille de la visite en France du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et Paris est un allié de la famille Bongo, de façon générale. Elle a soutenu les régimes Bongo père et fils. Donc Ali Bongo a créé... C'est quoi l'expression? Make noise. Donc c'est le temps, c'est l'occasion pour lui d'amplifier. Là c'était en anglais, je suppose que là il s'adressait aux anglophones. Non, il s'adressait aux alliés. Parmi les alliés, il y a Paris. Donc maintenant qu'il se rapproche de Paris pour revoir la nature des rapports entre la France et le Gabon, c'est pour lui l'occasion d'activer justement la cloche des alliés pour dire pensez à moi. Donc au-delà du volet communication, il y a une instrumentalisation politique visant à dire à Emmanuel Macron, attention, nous avons servi les intérêts de la France, je suis en difficulté, volez à mon secours. Alors, mais est-ce que cette approche ne vient pas, une fois de plus, mettre un peu en contradiction votre logique, M. Malikou, qui consiste à dire c'est un coup d'état de palais et que ce sera en connivence avec X, Y et tout ça. Il y a quand même une incohérence à ce niveau. Non, il y a pas pourquoi la France aurait... Quel intérêt la France aurait-elle à venir encore créer des soucis entre le nouveau régime et l'ancienne famille? Non, ce n'est pas la France, c'est Ali Bongo qui met à contribution le départ de Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris pour crier au loup. Je vous ai servi, monsieur, j'ai servi vos intérêts. Maintenant, je suis en difficulté avec mon tombeur. Essayez de dire quelque chose pour que ce monsieur que vous avez placé au pouvoir essaye de venir à mon secours, alléger ma situation et celle de ma famille. Ali Bongo est un allié de la France, sinon de la France-Afrique. Permettez-moi, je crois qu'il n'y a aucune contradiction dans sa démarche sur ce point-là. À partir du moment où nous considérons qu'il n'y a pas eu de changement de système. Ah, mais vous insistez là-dessus, vous mais êtes convaincu, il n'y a pas eu de changement de système. Beaucoup de Gabonais pensent au contraire. Bon. Et puis c'est votre droit de... C'est mon point de vue, d'accord. Et il y a des faits, il y a plusieurs faits qui le prouvent. J'aime pas verser dans les comparaisons, mais il n'y a qu'à voir à quoi ressemble la transition, par exemple, dans des pays tels que le Burkina ou encore le Mali, et la transition au Gabon. La ministre de la Communication dit ceci: nous sommes surpris et parce qu'il est traité dans des très bonnes conditions de dignité et autres. Il rencontre régulièrement ses médecins traitants. Il est en contact avec sa famille et très récemment, selon la ministre, il aurait organisé la fête de son aîné. Hein, à son domicile, en présence de toute la famille. Est-ce que vous comprenez un peu ces conditions décrites ici par Madame la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et les propos d'Ali Bongo? Est-ce que vous comprenez ces deux mondes totalement opposés? Un monsieur qui est
bien, hein, tranquille chez lui, hein, ça va, on fête tout, et le lendemain, voilà, je rentre en grève de la faim. Mais écoutez, c'est la réaction de... Monsieur Pablo, juste vous allez continuer. Hein. Ouais. Et là encore une autre contradiction avec vos propos, c'est-à-dire la fameuse connivence qu'il y aurait entre l'ancien système et le nouveau, qui selon vous est une continuité. Il n'y a aucun nouveau système, il y a dans une sorte d'accroche entre deux bords, finalement. Non, il faut qu'on se comprenne, il y a un nouveau pouvoir, d'accord ? Mais il n'y a pas un nouveau système. Le système auquel je fais référence ici, c'est celui que d'aucuns présentent sous le vocable la France-Afrique. Nous ne sommes pas encore sortis de là. Je suis désolé, il y a plusieurs faits qui le prouvent. Alors sur les fêtes en famille... Nous avons encore les bases militaires, par exemple une base militaire française sur le sol gabonais. Les multinationales françaises prospèrent à nouveau. Puisque un des griefs, d'accord, un des péchés qu'avait commis Ali Bongo, par exemple, c'était de se tourner vers d'autres partenaires tels que la Chine, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, récemment, l'ambassadeur de France être reçu à la présidence, d'accord. Nous avons vu des accords être signés entre le Gabon et la France en ce qui concerne, par exemple, les équipements militaires, ainsi de suite. Est-ce le cas au Mali aujourd'hui ? Donc il n'y a pas de changement de système, il y a un changement de pouvoir. Et Ali Bongo, qui est serviteur de ce système-là, sachant que le système demeure, d'accord, continue à s'appuyer dessus pour exceller dans ce que je qualifierais ici comme étant un chantage, et auquel il se livre. Il n'est pas à sa première sortie. Il y avait déjà eu Making News. Voilà. News ou comment Monsieur Malik, et même plus encore. Vous comprenez les propos de Madame le ministre qui parle de voilà, pourtant il est dans de bonnes conditions, ça va, il y a fiesta à la maison, tranquille, et nous avons été surpris d'écouter que maintenant il veut rentrer en grève de la faim. Voilà. Donc on a ici quand même un nouveau pouvoir qui fait tout pour mettre M. Ali Bongo dans les meilleures conditions, permettant même à ce dernier, dans les propos de Madame le ministre, de voyager quand et comme il veut. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit ici d'une faute des nouvelles autorités que de laisser cette largesse à Ali Bongo? Pour moi, Ali Bongo, sa place, c'est en prison. Après, le fait qu'il bénéficie des grâces du CTRI, je me refuse d'analyser parce que je n'ai pas les motivations qui permettent au CTRI de laisser Ali Bongo jouir de toute sa liberté et de ne pas être interpellé sur ses forfaitures politiques. Maintenant, par rapport à la grève de la faim, c'est vrai qu'il jouit probablement de tout ce que Madame la ministre a dit comme marge de liberté, mais la grève de la faim, selon l'avocat, semble être motivée par les questions de séquestration et violences diverses dont subiraient sa femme et son enfant en milieu privatif de liberté, donc en prison. Et c'est là le cœur de la grève de la faim. Une grève de la faim quand même indécente. Pour tout ce que je dis en amont, Ali Bongo a fait beaucoup de tort à ce pays. Le peuple gabonais mérite d'être un peu plus de respect. Il a fait du tort à plusieurs opposants et militants de droits de l'homme opposés justement à sa gestion abracadabra du Gabon. Il les a enfermés. L'un des derniers en date, ou l'un des plus illustres, c'est Brice Lacruche Alianga, son ancien directeur de cabinet. Vous avez vu comment il est sorti amoché de la prison parce qu'il a été victime de tous les abus inimaginables. Bon, maintenant que sa femme, si c'est vrai, venait à subir les mêmes travers, je ne cautionne pas les actes de torture, les actes de traitement inhumain et dégradant, mais je ne peux rien dire jusque-là sur les allégations. Je continue de parler d'allégations de son avocat. Quand ces allégations seront portées à un juge qui a qualité d'apprécier, à partir du rendu du juge, ses propos feront autorité et nous apprécierons. Votre sentiment, on a déjà compris concernant Ali Bongo, pour vous, avec tout ce qu'il a fait, il ne mérite pas votre compassion, mais les enfants, Jalil et Bidal, vous comprenez que des enfants puissent rentrer en grève de la faim parce qu'ils estiment que leur maman... Nous sommes encore... il y a plutôt ce qu'on appelle une sorte de pas de clémence, mais les enfants, ça peut se comprendre.
même s'ils ont été les bénéficiaires collatéraux de tout le mal qu'Ali Bongo a fait pour le Gabon, encore que eux, il y a une sorte d'indulgence qui puisse leur être accordée, mais Ali Bongo, aucune indulgence. Très bien. Alors, aucune indulgence. Monsieur Moussa, vous avez au moins de la compassion pour les enfants. Vous avez au moins de la compassion pour les enfants. Rassurez-nous. Non, pour les enfants, est-ce que j'ai de la compassion? Ben, écoutez, ce sont des enfants. Mais eux au moins, d'accord, je les envie en ce sens que leur grève de la faim est volontaire. Voyez-vous? Je comprends pas. Or, non. Mieux nous expliquer. Ils observent une grève de la faim, d'accord, de manière volontaire. Personne ne les y oblige. Or, depuis des décennies, il y a des Gabonais qui subissent la faim de façon forcée. Une grève de la faim imposée? Une grève de la faim imposée, d'accord? Et qui est due à quoi? Au fait de la malgouvernance, d'accord? Donc, se sont rendus coupables les grands-parents, pas seulement les parents. Ali Bongo n'est pas... Écoutez, le malheur des Gabonais n'a pas commencé avec sous Ali Bongo, je suis désolé. Ce n'est pas sous Ali Bongo qu'on a découvert la pauvreté dans ce pays. Donc, il y a ce que les grands-parents ont fait, il y a ce que les parents ont fait, d'accord? Tout le mal qui a été commis contre le peuple gabonais. Ben écoutez... Jalil et Bidal, vous êtes compatissants avec ces enfants? Mais comment puis-je être compatissant? Je suis compatissant pour ces milliers de familles gabonais, d'accord? Voilà. Qui subissent la faim au quotidien parce que l'argent qui était censé faire en sorte que chaque Gabonais ne fût-ce qu'un repas par jour, d'accord, a été dilapidé, sinon envoyé vers des paradis fiscaux. Voilà, vous ne compatissez pas avec ces deux enfants qui décident de rentrer en grève de la faim. Non, je suis plus humain en compatissant pour les milliers de familles gabonaises que pour deux jeunes gamins gâtés à la limite. Qui n'ont jamais connu la fin de leur vie. Le droit pour 1 million de personnes, le droit pour une personne, ça reste le droit, hein, ça reste aussi bon, mais je suis sûr qu'après la grève de la faim, ils vont manger du caviar et toutes les petites bonnes choses qu'ils mangent. Un peu trop dur, monsieur Moussavou, avec ces deux enfants. Par contre, on va terminer là-dessus avec les conditions de vie dans nos prisons. Monsieur Malikou, est-ce que de ce qui ressort de certains rapports, le plus récent avec la commission qui a fait un tour au Gabon il y a à peu près 1 mois et 2 mois maintenant, un rapport pas très intéressant, est-ce que de ce que vous savez à ce stade des conditions de vie dans nos prisons, il ne peut pas y avoir quand même une sorte de réserve, une interrogation ou encore soupçonner qu'il y a une petite part de vérité, qu'il y aurait une petite part de vérité dans ce que dirait le clan Bongo? Vous avez parlé du cas Noureddine, pas Noureddine, mais la cruche que vous avez... Moi, j'ai été président de l'Observatoire national des prisons. Les conditions de détention n'ont pas changé. Ce sont les mêmes depuis des années. Et les prisons au Gabon sont des mouroirs. Et lorsqu'on est des prisonniers politiques, à l'image des gros poissons comme Sylvia Bongo et Noureddine, qu'on appelle en prison, dans leur jargon, des manguiers, c'est-à-dire ce sont des gens sur qui on s'appuie pour pouvoir bénéficier de plein d'avantages, c'est quasiment naturel qu'ils soient victimes de traitements dégradants et inhumains, parce que ce sont des pratiques que leur régime ont instaurées et qui ne sont pas partis parce que eux, ils ont chuté de leur piédestal de roi et reine du Gabon. Donc c'est un mode de gouvernance des prisons qui a été instauré sous leur gouvernance et qui malheureusement perdure avec tous ces travers. Et eux, désormais incarcérés, mais ils sont victimes du système de gérance de nos prisons. Ce n'est donc pas exclu qu'ils soient victimes de traitements dégradants et inhumains. Maintenant, il reste à le prouver. Il reste à le prouver, comme je disais, hein, vous avez une approche un peu ambiguë sur la justice au Gabon. Il y a un moment où vous êtes beaucoup plus patient, il y a des points sur lesquels vous êtes un peu moins patient, M. Malikou. Il y a des points sur lesquels vous vous positionnez directement. Vous dites là, j'attends pas les conclusions de justice ou encore observation de la justice. Mais bon, c'est votre choix et c'est votre droit. Nous allons passer à un autre aspect pour essayer de terminer cet échange. Nous revenons sur les projets
les projets de décret. Je cherche rapidement à me retrouver sur mes notes. Voilà, j'y suis. Il y a eu un projet de décret fixant régime des substances souveraines. Là, on est vraiment sur un tout autre sujet. Hein. On laisse un peu la famille Bongo au repos. Ils ont déjà pas mal de soucis comme ça. Hein. Au moins d'accord. Un peu plus compatissant, Monsieur Moussavou, s'il vous plaît, pour les enfants et leur maman. Monsieur Moussavou, c'est important. Projet de décret fixant le régime de substances souveraines dans le secteur minier. Objectif pour nos autorités, justement, classifier certaines substances minières, des substances considérées comme hautement stratégiques en raison de leur importance économique et géostratégique. Parmi ces substances, il a été cité l'or, l'argent, l'uranium, le diamant, le gemme et les terres rares. Je tiens à préciser que l'uranium, ça fait un moment, on n'exploite plus d'uranium au Gabon. Sauf officiellement. Déjà, c'est quand même difficile d'exploiter l'uranium. C'est difficile de le faire même en sourdine. Hein, quand même, c'est une matière très difficile, très compliquée. Votre réaction à la suite de cette décision, du moins de cette annonce du Conseil des ministres? Bien, je suis déjà étonné que le fer ne figure pas, alors qu'on a d'énormes gisements de fer et le pétrole qui contribue à plus de 60% dans la confection du budget national soit également absent. Pourquoi ce pétrole est-il absent? Parce qu'est-il aux mains des majors français, précisément Total? Ce sont des interrogations. On place aujourd'hui l'or stratégique. Moi, je reviens il y a 2 semaines de Njolé, mais l'or est exploité de façon illégale par des personnes qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire ce pas des nationaux. Ces exploitations illégales sont connues, puisque je suis allé vers ces exploitations illégales. Ils le font quasiment à ciel ouvert. Et en son temps, Sylvia Bongo a été mise à l'index comme patronne de certains gisements d'or qui profitaient à elle seule et au Maroc. Le Maroc était quasiment le principal bénéficiaire des principales ressources d'or sous les Bongo, sous Ali Bongo. Et j'espère qu'avec la mise en place de l'or... Monsieur Maliko, vous avez des preuves de cela? C'est quand même assez grave. Non, écoutez, j'ai dit le Maroc a été mis à l'index, je pèse mes mots, comme principal pilleur de l'or gabonais, sous Sylvia Bongo et Ali Bongo. Je dis bien le Maroc a été mis à l'index. Je pèse mes mots. Très bien. Donc maintenant, on espère qu'avec la mise de l'or dans les listes des minéraux en griffe précieux ou stratégiques, le Gabon, en fait, bénéficiera de son or et que la traçabilité de l'or arrivera au trésor public. Parce que jusqu'à présent, il n'y a quasiment aucune traçabilité de l'exploitation de l'or en termes de retour sur les caisses de l'État. Vous comprenez, vous, monsieur Moussa Moussavou, l'absence clairement prononcée du manganèse, lorsqu'on sait que le Gabon est devenu très récemment le premier producteur de manganèse. De manganèse, vraiment. Ben, écoutez, en tant que Gabonais, je ne le comprends pas. Que ce soit le manganèse, le fer, il a dit avec le gisement de Belinga et j'en passe, d'accord, mais il y a beaucoup d'autres richesses. Mais écoutez, par-dessus tout ce que nous voulons, ce qui a déjà été fait, c'est déjà un bon début, d'accord. Nous sommes là aussi en tant que force de proposition pour dire, écoutez, cette liste-là est loin d'être exhaustive, il va falloir que nous puissions ajouter d'autres minerais. Mais par-dessus tout, comme je le disais, il faut surtout que les Gabonais puissent enfin bénéficier de l'argent qui est, comment je veux dire, qui est généré, d'accord, par l'exploitation de tous ces minerais. Et l'expression consacrée, c'est la redistribution équitable. La redistribution équitable. Il faut que l'on mette en place de véritables mécanismes de redistribution efficaces ou équitables, d'accord, la richesse qui est créée à partir de ces minéraux-là. C'est bien beau de dire que désormais, voilà, mais si cet argent-là ne sert qu'à financer un clan ou un pouvoir et que le plus grand nombre, d'accord, ne perçoit rien,
vous voyez que nous allons toujours continuer à tourner en rond. Est-ce que ce n'est pas la direction que prennent les nouvelles autorités, plusieurs mesures ont été prises, dans le sens de pouvoir avoir cette redistribution équitable des écoutez, richesses? je reste optimiste, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Oui, dans les faits, parlons-en justement des faits. Il y a justement le projet de décret portant création et attribution et organisation de la Direction générale de l'exploitation des mines, la DGEM. Donc, un organe qui va venir pour essayer de justement mieux encadrer les activités minières au Gabon. Vous avez parlé justement des sites d'exploitation d'or. Voilà, une mesure a été prise pour essayer de voir comment mieux encadrer tout ça. Qui de la Société équatoriale des mines? Ça sera la question. Mais déjà, précisons qu'il y a ici une mesure qui a été prise pour la transformation, la valorisation et la promotion de ces mines. Aussi, un autre organe a été mis en place. Il s'agit ici du projet de décret visant à la création, attribution et organisation de la Direction générale de l'exploitation des carrières et de l'artisanat. Là, on est en plein dedans concernant l'or, parce qu'il y a beaucoup d'artisanat dans l'or et il y a des annonces qui ont été faites dans ce sens-là, la DGECA. Ensuite, un dernier organe a été mis en place, du moins c'est proposé, puisque c'est un projet de décret. Le projet de décret visant la création, l'organisation de la Direction générale de la géologie et du support minier qui aura pour mission de renforcer la régularisation de la recherche minière au Gabon et de justement mieux encadrer les activités du secteur minier. N'est-ce pas là une preuve, une volonté manifeste des nouvelles autorités de mieux canaliser la question minière dans notre pays et pourquoi pas aboutir à une meilleure répartition en mettant plus d'organes pour verrouiller ce secteur? Écoutez, moi je ne vois pas forcément une volonté parce que vu les annonces du CTRI à son arrivée qui finalement se sont transformées en vœux pieux. C'est peut-être des intentions que nous apprécierons avec le temps. Maintenant, nous allons nous féliciter si ces intentions se transforment en actes politiques au bénéfice du peuple, mais si ça se résume à des simples déclarations d'intention, là aussi nous aviserons, nous sommes prudents. Alors, par-dessus tout, déjà, ok, c'est une bonne chose, même si pour l'heure, nous ne sommes qu'au stade d'annonce. D'accord, nous attendons la mise en place. Voilà, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment fait-on pour que le jeune Gabonais, par exemple, d'accord, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'or, puisse avoir facilement accès à ce domaine-là. Il va se rapprocher des différentes directions, je pense, pour essayer de voir quelles sont les conditions. Voilà, il va falloir que nous puissions véritablement nous pencher là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont pour la plupart des secteurs qui sont aux mains de non-Gabonais. Or, nous avons besoin que tous ces secteurs-là, désormais, puissent être entre les mains des nationaux. La première étape, ne serait-ce pas la formation, déjà former les Gabonais? Écoutez, il y en a qui sont déjà sur le terrain, qui ont une certaine expérience. Oui. Donnons-leur les moyens. Lorsqu'on parle de l'exploitation de l'or ici, j'ai été à Mekambo, d'accord? Mais j'ai vu plusieurs jeunes orpailleurs qui vivent de cette activité-là et qui ont été sauvagement affectés, permettez-moi, lorsqu'il y a eu une mesure qui interdisait désormais, c'est pas ce qui avait été dit, l'exploitation de l'or, ainsi de suite. Alors qu'à côté de ça, vous avez des multinationales, parfois pas déclarées, qui continuaient d'ailleurs à exploiter de l'or et aller le vendre sur d'autres marchés. D'accord? Mais il y a des jeunes qui sont dans le domaine depuis des années, qui ont une expérience parfois artisanale ou encore archaïque, je dirais, mais qui ont besoin que l'on les forme peut-être aussi à de nouvelles façons de faire, mais qui déjà ont besoin d'un appui venant de l'État. Et cet appui-là, il doit surtout être financier. Voilà pourquoi, là, je vais aborder l'aspect relatif à la mise en place de la banque du financement de l'entrepreneuriat, d'accord? Voilà, je suis surpris lorsqu'on parle de cette banque, on nous dit qu'elle sera financée à hauteur de 4 milliards. Si j'ai bonne mémoire, c'est pas ce qui a été annoncé, mais écoutez, 4 milliards, c'est peu. Pour qu'il y ait des champions dans tous les domaines d'activité ou du moins de notre économie. C'est peu, mais c'est un début, vous ne pensez pas?
Ben écoutez, nous n'allons pas toujours tout faire comme quoi et voilà dire que ce n'est qu'un début. L'argent que nous cherchons, voilà, revenons un tant soit peu au cas Ali Bongo. Mais il a suffisamment d'argent dans les paradis fiscaux pour faire en sorte que cette banque-là puisse être, par exemple, financée à hauteur de 100 ou 200 milliards. Très bien. Ah bon, nous avons terminé cet échange. Monsieur Malikou, c'est vraiment une toute petite parenthèse. Essayez de répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Les partis politiques posent au repos pour un bon moment, au sorti du dialogue national, c'est ce qui a été proposé, qu'ils fassent une pause et qu'on fasse taire un peu les différentes approches idéologiques, politiques et autres. Ça vous rassure, vous? Non, ce n'est pas une mesure démocratique, premièrement. En plus, ce n'est pas une mesure légale. Enfin, c'est une résolution, donc ça ne s'applique pas de fait. En plus, c'est une, comme je l'ai dit ailleurs, c'est une sanction administrative. On ne sanctionne que qui a fauté. On ne peut pas sanctionner des partis en demandant leur suspension alors que les fautes n'ont pas été commises. Moi, je propose que l'on mette plutôt une sorte de période de dérogation, par exemple d'1 an, 8 mois, pour leur permettre de s'arrimer aux nouvelles exigences de création de partis politiques et passer ces délais. Des fautes de suspension peuvent être prononcées, mais pas avant. On doit plutôt suspendre le PDG parce que les fautes politiques sont légion. Mais pas les autres. Ouais, votre acharnement sur le PDG est clairement remarqué. Il faut dire que... Ce n'est pas forcément le sujet, excusez-moi, c'était juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Entre-temps, on va faire un petit passage publicitaire avec vous et nous reviendrons juste derrière. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique.